Yes, bien le bonjour, cryptophile, investisseur, ingénieur, ami des technologies modernes, toujours très heureux de pouvoir partager de près ou de loin des vidéos, du partage de contenu avec vous, faire un petit point là au top de l'été, hein, à mi-parcours de cette saison estivale et à mi-parcours de l'année 2022. Et on l'a vu, hein, j'ai fait pas mal de vocaux la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup de news macro très importantes, voire même qui allaient tendre un petit peu le marché. Et c'était de faire une synthèse, en fait. Cette vidéo permet de faire une synthèse à la fois de ce qu'on peut s'attendre pour le deuxième semestre, de ce que nous a réservé le précédent, surtout de voir un petit peu on va voir des news macro, donc des outils qui permettent de voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, de regarder un peu techniquement sur certains graphiques ce qu'il en est, comment on peut justement mettre en image, en lumière ce qui a été annoncé au niveau des chiffres et des statistiques par les différentes banques centrales et les différents États. Et après, peut-être voir pourquoi on est peut-être sur un rebond technique, peut-être pourquoi on a un mouvement quand même, en tout cas à court terme, haussier sur les cryptos, sur les actifs à risque en général. D'où ça vient, comment on peut l'expliquer. Je donnerai aussi, d'après moi, mon regard, mon prisme de lecture sur ce qui explique, ce qui entraîne en fait la montée des cryptos actuellement, indépendamment des news. Est-ce qu'elles ont été intégrées? Est-ce qu'elles ont été euh, absorbées par le marché? C'est pour ça que maintenant, ces actifs sont devenus insensibles à ces news, ou est-ce que ça va plus loin que ça? Et puis, je montrerai un parallèle sur ces thématiques-là, un indicateur aussi qui est peu plus méconnu du grand public, qui est surtout pour le Bitcoin, qui est aussi une monnaie pas seulement électronique, mais une monnaie électrique. Donc, il y a des indicateurs qui sont intéressants pour ça, et de voir un peu ce qu'il nous dit aussi celui-ci. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran, et on va commencer à mettre en place le contenu, à vous faire défiler tout ça. C'est parti. OK, let's go. Je vais couper ma caméra pour on puisse voir uniquement mon écran. Alors, on va se mettre là. OK. Alors, super. Allez, on va se mettre ici. L'outil que je vous duplique souvent, vous savez, quand je vous fais des vocaux également, c'est un outil qui permet justement de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du macroéconomie, macro, micro, voilà, les annonces, les résultats, les statistiques, les chiffres de l'inflation, la hausse des taux directeurs par la Banque centrale européenne, par la Réserve centrale américaine, la croissance du PIB, c'est tout ça qu'on a eu rien que la semaine dernière, la semaine glissante. Et c'est sur ce genre d'outil qu'on peut arriver à voir ça aussi, hein, ça permet de se projeter, c'est intéressant. Et donc, l'idée, la question que je vais essayer de répondre en fait aujourd'hui hein, sur cette vidéo, c'est est-ce que les bad news économiques sont-elles déjà intégrées dans le cours des actifs risqués? Autrement dit, est-ce qu'on a fait le point bas? C'est peut-être la question qui brûle, je sais, toutes les lèvres. Le point bas est-il fait? Et c'est ce à quoi on va essayer de répondre. La question que tout le monde se pose, en fait, ben, rien ne permet de l'affirmer, hein, évidemment. Cette semaine, les temps forts, comme je vous dis tout à l'heure, c'est qu'on a eu les résultats des entreprises américaines aussi. Hein. Il y a eu 50% de la capitalisation du SP 500, donc le principal indice boursier américain, qui ont publié cette semaine. 50%. Et en plus, c'était souvent des résultats supérieurs aux attentes. Donc, évidemment, ça a dopé aussi le marché, hein, évidemment. On a eu la Fed mercredi. D'ailleurs, on va se remettre sur des petites dates comme ça ici. OK. Alors, là, on va aller sur la semaine précédente. Voilà. Donc là, c'était tous les résultats les chiffres dont je vous ai parlé, qu'on a eu la semaine dernière. Donc effectivement, on a eu la fin de mercredi hein, qui a annoncé trois hausses d'auto d'un seul coup. Hein. On est passé de 1,75 à 2,5%, ce qui est pas rien, pareil, qui n'a pas forcément impacté négativement nos actifs. Il y a eu l'inflation, les chiffres de l'inflation. Par contre, les chiffres de l'inflation ne sont pas forcément meilleurs que ce qu'on attendait. Ils sont toujours en hausse. Hein. Ils sont toujours quand même en tout cas, s'ils ne sont pas en hausse, ils n'ont pas ralenti. L'inflation ne s'est pas désaccélérée. Et on avait peut-être le chiffre le plus important finalement, plus peut-être en tout cas à cette semaine-là que la hausse des taux directeurs de la Fed, c'est les chiffres du PIB. Voilà, les chiffres du PIB, parce que ça, finalement, alors, on peut les voir ici, hein, on va la regarder d'ailleurs pour les États-Unis. Hein, et là, c'était d'ailleurs malheureusement pas du tout en adéquation avec le consensus. Vous voyez ici, là.
Donc ça, c'est l'indice ce qui permet de détecter le chiffre de la croissance du produit intérieur brut, donc ce qu'on appelle du PIB. Et on sait qu'on est en récession au niveau technique, au niveau économique, au niveau des chiffres, lorsqu'on a 2 trimestres consécutifs qui sont négatifs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on était à -0,16%. Et le consensus, le marché s'attendait à ce qu'on soit légèrement positif pour le deuxième trimestre, à plus 0,5. Et force est de constater qu'on est tombé à -0,9, donc bien en deçà de ce qui était attendu. Et on peut le voir sur forme de charte aussi. Voilà, donc ça, c'est une définition pure et dure de la récession. Donc, 2 trimestres consécutifs négatifs sur la croissance du produit intérieur brut. Et par contre, à contrario, quand on va voir ce qui s'est passé, parce qu'on a eu des résultats similaires aussi pour des pays d'Europe, notamment pour la France, et la France, c'est l'inverse. La France, à l'inverse, ça nous a donné un résultat qui était largement supérieur aux attentes. La France, elle a eu un premier trimestre comme les États-Unis négatif, de -0,2. Et on attendait à plus 0,2, on est arrivé à plus 0,5. Donc, c'était même des chiffres supérieurs aux attentes. Voilà. Donc, en outre, pour vous dire, cette semaine, sur le plan des fondamentaux, il y avait vraiment. Ça nous donne la tendance pour la première quinzaine du mois d'août, ça c'est sûr, hein, à court terme. On avait même une session boursière du 29 juillet qui était également une grosse zone, une grosse session boursière parce que c'était une session d'expiration sur les options Bitcoin. Donc là aussi, tout porte à croire, qu'il y avait aussi les birs, donc les vendeurs auraient pu se réveiller aussi pour faire en sorte qu'on déplace les prix vers le bas pour qu'ils puissent être rémunérés sur les options sur lesquelles ils ont mis un montant sur le Bitcoin qui ne correspondait pas au montant actuel. Voilà, donc tout ça, ça a été déterminant. Et puis, donc la question qui brûle toutes les lèvres par rapport à toutes ces news-là, est-ce que finalement, est-ce qu'on a fait le point bas? Est-ce que le point bas est-il fait? L'enjeu n'est pas de savoir, évidemment, si on va redescendre à 3000 ou même à 0. Hein. Je pense évidemment qu'on n'ira à aucune de ces deux valeurs concernant BTC. Donc, d'après moi, le vrai débat technique se situe entre 20 000 et la zone des 12-15 000. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, ce que j'ai tracé là. Vous voyez, donc là, c'est le support qui était le plus attendu lorsque nous étions en train d'avoir un repli successif comme ça et insidieux depuis le début de l'année. C'était le support, tout le monde, les traders professionnels, tout le monde attendait le support des 20 000 qui correspond au point le plus haut du précédent bull market ici de 2017. Et donc, il a été franchi, puis on l'a même éclaté entre guillemets, puisqu'on est le point le plus bas pour l'instant sur le Bitcoin, c'est 17 500, 17 600 ici. Donc, le vrai débat, c'est ça. Parce que du coup, si on arrive encore à céder ce support des 20 000, on peut. Alors, la prochaine zone de liquidité, hein, il n'y en a pas beaucoup d'autres entre les deux, c'est ici, entre 13 et 14 000, qui, elle, correspond justement à une clôture aussi du point le plus haut de juin 2019 sur le BTC. Voilà la prochaine zone de liquidité qui nous attend. Donc, ça, c'est le vrai débat technique. Hein. C'est pas est-ce qu'on va aller à 3 000 ou à 0. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi hein, sur un indicateur qui est intéressant aussi, indépendamment des volumes classiques qui sont sur une donnée, une période, il y a le volume profile qui est sur. C'est la même chose. Hein, donc là, on a le volume profile ici. On va le mettre là. Voilà. Là, le volume classique, les histogrammes, c'est sur une donnée, une période. Et le volume profile, lui, c'est pas sur une période, donc sur les axes désordonnés, c'est sur le prix. Donc c'est intéressant parce que c'est là où on voit où le prix a le plus réagi. Vous voyez, là, les gens ont le plus racheté, et c'est ce qu'on disait, c'est sur les 20 000. Voilà. Après, on a un petit peu de réaction à 23. Après, évidemment, si on repasse, parce que là, on est en train de tester la résistance, d'ailleurs, on a été encore rejeté cette nuit, hein. C'est une résistance 24 500, 25 000 qui va être très souvent testée. Et on sait que si on la franchit, eh ben le prochain cap, c'est 28-30. Hein. Pareil, il n'y aura pas de zone de liquidité entre 25 et 28. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, la prochaine zone la plus rachetée, c'est 30 000, qui correspond au support le plus travaillé de toute l'année 2021. Comme ça a été 20 000 là, depuis quelques temps, cette année, c'était 30 000 l'année dernière. Donc, prochaine grosse zone ici, évidemment. Puis après, ça a été 40, 38, 40, lorsqu'on passera vraiment en reprise haussière. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant de voir par rapport à ça. Et après, est-ce qu'on peut aller plus bas? C'est la vraie question. Oui, évidemment, on peut aller plus bas. Est-ce que la vraie question à se poser par rapport à ça, est-ce que le marché a besoin d'aller chercher de la liquidité jusqu'à 13-14 000? Voilà. Et là, justement, on se rend compte qu'on a eu un joli rebond. Donc, l'alternative, l'enjeu est vraiment là, hein, entre un point bas qui a déjà été fait, qui est attendu, qui est ici,
qu'on a travaillé à maintes et maintes reprises, et 14, 13, 14, qui est le prochain. Voilà. D'ailleurs, si on veut regarder aussi un autre indicateur qui pourrait nous permettre de penser qu'on peut y arriver, si on doit arriver à 13, 14, c'est ici. On va regarder l'index du drawdown concernant le Bitcoin. Voilà. Donc là, par contre, je vais me mettre en unité de temps hebdomadaire, ici. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça représente, ce graphique? C'est un index qui permet d'évaluer, en fait. Alors, voilà, je vais faire comme ça. C'est le. On va y faire même un peu plus de place. Voilà, là, on y voit mieux. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça représente? Voilà. Donc ça, c'est l'index du drawdown du Bitcoin. C'est-à-dire, on peut le voir, hein, tous les marchés haussiers, les cycles haussiers, hein, qui ont été toujours précédés par des halvings, hein, des réductions de Bitcoin, de production de Bitcoin, de récompense des mineurs par 2. Donc ici, 2013, derrière drawdown, donc poil plus bas, hein, poil plus bas après sur le Bitcoin. Après, on a évidemment l'autre mouvement haussier de 2017, que j'ai eu le plaisir d'éprouver déjà à cette époque-là. Et là, on a eu un drawdown ici, donc le poil plus bas par rapport. Le drawdown, vous savez, c'est l'amplitude, la différence entre votre poil le plus haut sur votre portefeuille ou sur un actif avec son poil le plus bas actuel. Donc là, voilà, ici. Et là, donc le poil le plus haut, c'était 69 000 $ en novembre 2021, donc dernier bull run en cours. Et le poil le plus bas est ici. Donc si on trace une ligne de tendance que j'ai fait là, ça peut être un indicateur en plus. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Regardez bien, c'est assez troublant aussi, hein. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur d'autres indicateurs de volume et de zone de liquidité. Ben là, pareil, si on trace donc cette ligne de tendance, si on était amené à la toucher, comme on l'a fait les 2 fois précédentes, et donc à rebondir après derrière, donc là, le poil plus bas, on l'a fait, pour l'instant, c'était 17 600, ça correspondait à 72% de drawdown. Si on était amené à toucher cette ligne de tendance, on arriverait à 0,78, 0,79, et donc, comment on se calcule un drawdown? Ben, c'est le poil plus haut, moins le poil plus bas, divisé par le poil plus haut. Et ça fait réellement 0,78%, ça nous ramènerait donc à un Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, à 13 14 000 $. Voilà, ça c'est pour une unité de temps un petit peu technique par rapport à ça. Maintenant, je vais vous reparler un petit peu aussi de la macro quand même rapidement, parce que tout est relié évidemment, hein, tout est corrélé, hein, de plus en plus, puisque c'est évidemment maintenant les mêmes acteurs qui sont sur la finance traditionnelle et la finance décentralisée, en tout cas sur les crypto-monnaies. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce jeudi 28 juillet, historiquement, les États-Unis sont rentrés en récession technique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'outil Trading Economics. Et donc, malgré ça, le marché monte. Pourquoi, à votre avis? Mais il y a plusieurs choses. On rappelle déjà que la formation des cours de la bourse, des cours des actifs à risque, généralement, ça anticipe. Ça, c'est important de le rappeler. La bourse, elle peut anticiper 6 mois à 1 an à l'avance. D'ailleurs, je vais me mettre sur le SP500 pour continuer un peu le contenu. Donc, en se basant sur le prix des contrats futurs CME, par exemple, qu'on peut retrouver ici. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, le marché anticipe. La bourse, c'est ça. La bourse, c'est ça. Et d'ailleurs, je vous donnerai des exemples qui vous parleront si vous êtes un petit peu, si vous faites un petit peu de bourse, vous détenez des actifs aussi, des titres actions. On va se mettre par exemple ici. Voilà, les probabilités. Contrat futur CME, donc bourse de Chicago, hein, justement sur des prédictions, sur des prévisions. Et là, quand on se met là-dessus, on se rend compte que justement, le marché, qu'est-ce qu'il price? En fait, il ne price pas les taux d'intérêt qui ont été encore relevés, l'inflation actuelle, puisque ça, finalement, ça a déjà été absorbé, en tout cas, ça a déjà été pricé par le marché depuis janvier. Parce que tous les résultats qu'on a maintenant, en fait, si vous regardez bien, c'est en janvier qu'on les a déjà pris en pleine poire, entre guillemets, sur nos actifs, hein. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde donc ces contrats futurs CME sur les taux d'intérêt de la Fed, les Fed Funds, on appelle ça ici, Futures. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que là, finalement, on prévoit déjà au deuxième trimestre, en 2023, une baisse des taux directeurs, un desserrement de nouveau de la politique centrale, de la réserve centrale américaine. Et c'est ça peut-être déjà que le marché est en train de pricer. Voilà, donc ça, c'était important de le mettre en perspective. Donc, je vais me remettre ici en attendant aussi. Ça, c'est les premiers éléments. Et puis en plus, on se rend compte que voilà, donc là, on s'est rendu compte sur cet outil qu'il y a 2 baisses de taux, une baisse il y aurait 2 baisses de taux pardon, à partir de mars 2023, comme sur le tableau que je vous ai montré. Et c'est aussi ça que le marché anticipe. Le marché se projette déjà sur la baisse des taux d'intérêt. C'est aussi la finance comportementale, hein. La bourse a toujours 6 mois d'avance, voire 1 an. Je vous donne un autre exemple.
pour ceux qui connaissent un peu la bourse, qui détiennent des actifs, des actions, souvent on a des publications de résultats trimestriels. Et donc, on est détenteur d'actifs. Par exemple, on est actionnaire chez Apple. On attend avec impatience la publication des résultats. Et en fait, les publications sont positives, résultats aux attentes, supérieurs aux attentes, comme d'ailleurs Apple l'a fait la semaine dernière. Et le titre chute. Je ne sais pas si vous avez ça. Moi, quand je ne connaissais pas encore bien les données macroéconomiques, les fondamentaux, la finance traditionnelle, comment fonctionne l'économie, ben, j'étais là, mais c'est pas possible. Apple fait des résultats supérieurs aux attentes et le titre il chute au moment où ça apparaît, les résultats. Ben, en fait, c'est parce que le marché avait déjà anticipé la prévision des résultats, avait déjà anticipé les résultats. C'est pour ça que le titre, par exemple, monte depuis 6 mois. Et au moment où les publications apparaissent, le titre redescend. Vous savez, c'est ce fameux adage qu'on dit on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est exactement comme ça que c'est représenté. Voilà. Donc c'est d'où le rebond du marché action depuis 2 semaines. Les résultats d'entreprises qui sont positifs aussi. Hein, j'en ai parlé, 50% du SP500 ont publié leurs résultats cette semaine. La plupart étaient positifs. Donc ça a dopé le marché. Et comme on peut le voir ici en weekly, hein, sur le SP500, l'indice majeur américain des 500 plus grosses entreprises, si je me mets là, alors je vais rajouter un indicateur. On va se mettre là. Voilà, ici. Donc, sur le RSI, on va se mettre en weekly. Parce qu'on peut voir ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est sorti de cette zone de survente dans laquelle on était et on retrouve des signaux d'achat, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en perspective. Encore une fois, voilà, les aléas du direct. Donc, l'Europe, elle, par contre, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là aussi, l'Europe a évité, quant à elle, la récession technique, contrairement aux US. Hein. Notamment, la France a un chiffre très bon de sa croissance du PIB, enfin, très bon, toute proportion gardée par rapport aux attentes. Hein. Je vous les remonte ici. Ça aussi, ça a été plutôt positif. Hein. Voilà, ici, là, voilà, on est à plus 0,5, alors qu'on on avait un consensus, ce marché à plus 0,2. Donc, on était supérieur, contrairement aux US. Donc, tout ça, évidemment, est intéressant, surtout pour l'euro. Et c'est là que je vais rebondir d'ailleurs sur l'euro, sur la partie Forex, euro-dollar, ici. On va se remettre en unité de temps journalière. Voilà. Donc ça, c'est important aussi parce que justement, la France, justement, elle a publié donc elle a un PIB pardon, qui augmente de 0,5%, alors que le marché attendait 0,2. Et quant à l'inflation, elle se maintient au plus haut. Hein. Il semble qu'il y a un cours. Mais pareil, là, si je vous remonte, excusez-moi, je voulais reparler de l'euro-dollar, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais déployer sur les chiffres généraux qu'on a eu cette semaine. Sur l'inflation, sur quoi on peut voir un indicateur qui permet de voir un petit peu où on est avec l'inflation. C'est cet indicateur, cet index qui rassemble à lui seul les matières premières, les métaux précieux, les métaux industriels, le gaz et l'énergie. Donc les vrais catalyseurs de l'inflation. Donc là, ils sont un petit peu remontés là, en journalier par rapport aux chiffres qui ont été annoncés. Mais par contre, comme on peut le voir, hein, le PIX, on pense que ça a vraiment été début juin. Là, on a quand même eu un repli très net. D'ailleurs, même si on regarde de façon plus ciblée le prix du baril de pétrole, on est en dessous des 100 dollars de nouveau. Vous voyez, là, on était à des 120. Pareil, 9 juin, on était à des pics, hein, indépendamment du départ, de l'amorce du conflit ukrainien ici. Là, on était vraiment à des pics il y a un mois et demi. Là, pareil, il y a des replis aussi. Donc, on pense que même si l'inflation, pour l'instant, n'a pas forcément désaccéléré, il y a un consensus au sein des économistes qui s'installe pour dire que nous avons atteint le point haut de l'inflation. Voilà, mais restons prudents quand même par ailleurs. Hein. Mais en outre, l'enjeu, c'était de comprendre vraiment le raisonnement global, macro actuel du marché. Conséquence positive sur le cours du Bitcoin, pourquoi aussi? C'est le recul du dollar américain, puisque c'est l'antithèse du Bitcoin. Il a été créé pour être un rempart contre le dollar, le Bitcoin. Donc là, pareil, regardez bien, là, on a un joli repli. Depuis maintenant mi-juillet, on a un repli sur le dollar. Et le dollar, l'index du dollar, comment il est constitué? Vous avez le dollar face aux autres devises fiduciaires. Et les autres devises, c'est 51% de cet index, cet indicateur est composé de l'euro. Après, vous avez la livre sterling, le yen. Donc, c'est la majeure partie des devises qui sont opposées à cet indicateur dollar, c'est l'euro. Donc, l'euro est en train de rebondir aussi sur la parité, ce que je vous disais il y a un instant. Et là, effectivement, quand le dollar baisse, le Bitcoin monte. Hein. C'est une analogie qui est inversée, qui se vérifie systématiquement. Et justement, ce qui était important aussi pour nous, d'ailleurs, que la Banque centrale ait enfin
remonter une hausse de taux, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis 2011. Hein, ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas une remontée des taux de la Banque Centrale Européenne. Ça a aussi une vertu, c'est que ça va faire remonter un peu l'euro. Parce que si on produit moins d'euros, il reprend de la valeur. J'essaie de caricaturer un peu, mais c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on le voit, hein, on le voit ici d'ailleurs, l'euro-dollar, on a un rebond sur la parité aussi. Une fois qu'on est arrivé vraiment à la parité, on a rebondi, ce qui est aussi favorable pour le cours du Bitcoin, hein, évidemment. Voilà. Et un autre facteur positif, et je finirai là-dessus, puis je vous parlerai après d'un indicateur technique concernant uniquement le Bitcoin, et après je vous parlerai surtout de ce qui, d'après moi, fait vraiment pumper les actifs crypto en ce moment. Il entraîne avec lui tous les actifs, même le Bitcoin. Dernier indicateur qui est intéressant d'un point de vue de la macro, c'est les taux nominaux, hein, les taux nominaux, les taux directeurs nominaux, les taux d'intérêt qui sont eux aussi en train de baisser. Les rendements obligataires à 10 ans du gouvernement américain sont passés de 3,5, on va le mettre à 10 ans, c'est le plus symbolique. Voilà. Ils sont passés de 3,5% à 2,70% en un mois. C'est énorme. Voilà. Et ça, il y a une réalité sur la baisse des taux d'intérêt nominaux. Ça, c'est factuel aussi. Et ça favorise évidemment nos actifs à risque. Voilà, c'est ce qui explique également une bonne réaction donc, des marchés SP500, en données weekly, en données daily, comme je vous montrais tout à l'heure. Il y a eu un joli rebond hein, sur le SP500, on y revient rapidement ici. Voilà, d'ailleurs, on se remet sur un joli couloir haussier. Il y a un vrai rebond technique, plus encore sur les marchés actions que sur le marché crypto pour l'instant. Vous voyez, on avait quand même bien dégringolé et on a quand même bien rebondi. La vraie résistance qu'on a pu éclater vers le haut, c'est celle des 3900. Ça, c'était le plus important. Comme prévu, le fait d'avoir dépassé les 3900 points, ça a amorcé le point de départ d'une vraie reprise avec un pullback même qu'on a eu en début de semaine. Ici, là, voilà, on le voit bien. Et tant que le marché SP500 se maintient au-dessus des 3900 points, nous sommes dans le cadre d'un rebond technique qui peut nous conduire voyez, à 4200 points. Hein, c'est la prochaine zone ici. Voilà, on y va, on est en train d'y aller tout droit aussi. Voilà, donc c'était un petit peu la vue d'ensemble sur la partie un petit peu technique. Donc, concernant les cryptos, si on visualise le graphique de la crypto market cap totale, on a aussi des éléments favorables. Hein, je vous le montre rapidement. Parce que c'est ça, hein, finalement. Est-ce que les gens ont envie de réinjecter dans les cryptos? Ça sert à ça, la crypto market cap. Indépendamment de regarder le cours du Bitcoin et de l'Ethereum, pour que ces deux derniers actifs montent, il faut déjà que les gens réinvestissent massivement dans les cryptos. Et là, c'est pareil, on voit des choses intéressantes qu'on ne voyait pas forcément il y a encore 2 semaines en arrière, enfin, en tout cas, il y a 2-3 semaines en arrière, là, ça se confirme. Hein. Voilà, crypto market cap en données hebdomadaires. Là, ce qui est intéressant, c'est ici. Ouais, par exemple, on le voit que depuis 2 semaines. Là, on a vraiment des éléments favorables depuis 2 semaines en données weekly. Le RSI, par exemple, on repasse vraiment en signal d'achat. Paradoxalement, vous savez, le signal d'achat, ce n'était pas quand on était en survente, parce que là, c'est de la panique. Il y a un manque de confiance des investisseurs, donc tout le monde sort de la partie. Là, pour moi, le vrai signal d'achat, ce n'était pas là. C'est depuis qu'on a réintégré le RSI à partir de 30 ici. Voilà, ça c'est que depuis 2 semaines. Voilà un petit peu. Donc sur BTC, l'enjeu c'est quoi en données techniques graphiques? Sur le BTC, l'enjeu c'est évidemment on va vouloir tester les 25 000. On l'a encore fait d'ailleurs hier en 20, on a été rejeté. Ça va être testé régulièrement, c'était 24 500 exactement. Ça c'est vraiment la résistance qu'on va venir tester régulièrement. Il y a une cassure technique là, si on casse techniquement les 25, comme je vous dis tout à l'heure, on nous renvoie minimum à 28,30. Hein. Voilà, ça c'est la prochaine zone de liquidité. Et là, le point bas, là, donc, la question de fond que je vous disais tout à l'heure, est-ce que le point bas est fait? Si on si on fait une cassure technique ici à 25 000, on va à 28,30. Si on va à 28,30, ouais, là, on peut dire que le point bas a été fait. Je ne vois pas redescendre en dessous des 17 600. Mais on n'y est pas encore. On peut encore rester dans cette zone un moment et puis avoir une dernière jambe baissière, un fake out, un bull trap pour réintégrer le support des 20 000, voire descendre encore en dessous, plus bas à 13-14. Par contre, si on casse ici, qu'on va à 28-30, là, je pense que le point bas, on l'aura fait. Voilà mon explication, en tout cas, technique. Sur ETH, on va regarder rapidement, parce que la transition va être toute faite d'ailleurs. Sur ETH, ben, la configuration technique, elle continue sa subperformance. Hein. Moi, je m'attendais même à un vrai pullback, en fait, ici, là. Je m'attendais à un vrai pullback, on retourne à 1200, 1300 $. Et en fait, on s'est arrêté avant, et ça repart. Là, on est sur une phase de subperformance d'Ether qui reprend le signal technique. Hein. Ici, on reprend le signal technique de la cassure ici, de la cassure haussière du 10 juin dernier. Là, ici. Et là, si on passe au-dessus,
Si on arrive à casser, là, on est en train de la tester hein, depuis 2 jours. Si on casse ici, ben, la prochaine zone, c'est pareil. Hein, la prochaine zone, c'est 2000, 2100 $. Voilà, par ici. Donc, on n'y est pas encore, mais là, on teste. Et d'ailleurs, graphiquement, c'est même encore plus engageant, je trouve, de regarder l'Ethereum que de regarder le Bitcoin. Et il y a une raison à ça. Et c'est ce dont je vais vous parler dans un instant. Dernière chose sur le Bitcoin aussi, je vous parle d'un indicateur qui est un peu plus méconnu. Je vous le montre rapidement quand même. C'est ce qu'on appelle le H-Ribbons. Le H-Ribbon, qu'est-ce que c'est? Ben, le H-Ribbon, en fait, il faut savoir que le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie électronique, parce que c'est la monnaie d'Internet, la plus évidente à l'ère du digital, mais c'est aussi une monnaie électrique. Le H-Ribbon, c'est un indicateur qui est conçu par Charles Edwards, qui est censé graphiquement représenter les différentes capitulations des mineurs à travers le temps. Il fonctionne en fait simplement à l'aide de deux moyennes mobiles, ici 30 jours et 60 jours, qui sont appliqués au hash rate. Le hash rate, c'est la production, c'est le taux de hachage du Bitcoin. Vous savez que le minage, c'est un vrai business. Hein. Tout se passe là. C'est ce qui permet aux mineurs de valider des transactions, de valider les transactions dans les blocs et les blocs dans la blockchain. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que comment il se comprend cet indicateur, pourquoi il est intéressant, hein, on peut le voir ici. Alors, ce n'est pas un signal d'achat encore hein, sur la partie capitulation, c'est après que ça va arriver, vous verrez, il y a un décalage. Mais donc ça, c'est plus simple, c'est la partie oscillation, mais on peut le paramétrer aussi comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on a la moyenne mobile, en fait, alors, je vois que j'ai un petit bug ici. Hop, là. Hop, je vais le remettre. Indicateur ici, H-Ribbons. Voilà. Voilà, donc là, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est le H-Ribbons. Et après, il y a la version oscillateur que je vous ai montré qui est plus visible, qui est plus claire pour moi, pour avoir un vrai signal d'achat. Mais en tout cas, oui, comprenez qu'il y a deux moyennes mobiles, 30 jours et 60 jours. Donc, lorsqu'on a un croisement par le bas de la moyenne mobile courte de 30 jours, ici, par le bas, sur la moyenne mobile longue de 60 jours, on entre en capitulation. C'est la partie rouge qu'on voit ici. Là, c'est net. Hein. À l'inverse, lorsque la moyenne mobile courte repasse au-dessus de la moyenne mobile longue, ce qu'on revoit ici, là, ici, lorsqu'elle repasse au-dessus, ben là, on estime que la phase de recovery, de récupération sur les mineurs est terminée et qu'il s'agit d'un bon signal d'achat. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. On peut le voir, on va regarder sur plusieurs, à travers le temps. Ouais, ici. Donc, on le voit, les vrais signaux d'achat. Hein. Il n'y en a pas eu tant que ça hein, avec cet indicateur électrique. Hein, on va l'appeler comme ça. Donc, H-Ribbon, vrai signal d'achat ici. Voilà. Donc, en fait, capitulation ici. Voilà. Un moyen mobile qui passe sous la moyenne mobile courte, sous la moyenne mobile longue. Donc, capitulation des mineurs, ça dure un certain temps. Et après, hop, phase de recovery, on récupère au niveau des mineurs. Et là, ça devient un signal d'achat intéressant. Et c'était au pic de la phase baissière du précédent bull market. Donc, on était au précédent bear market, vraiment dans la période la plus baissière de cette période-là. Là, on a eu d'autres moments, on a eu ça aussi. Donc, la crash Covid. Crash Covid, c'était ici. Là. Crash Covid. Voilà, capitulation évidemment. Hein. Ça a été tellement violent que là, en difficulté à devenir rentable pour les mineurs. C'était un drawdown tellement violent de 50% en 24 heures. Voilà. Et après, on a eu au mois de juin, au mois de novembre. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Là, on en a eu un l'année dernière, hein, lorsqu'il y a eu un gros crash au mois de mai 2021. La gros drawdown par récapitulation des mineurs. Il faut qu'ils intègrent un petit peu cette grosse chute. Et derrière, recovery. Et là, on passe à l'achat. Effectivement, au mois d'août l'année dernière, c'est là où le Bitcoin s'est remis à monter. Hein. Regardez là. Regardez parallèlement le graphique du Bitcoin, le cours. C'est un d'achat quand même très, très pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le signal buy, en fait, le signal buy de l'indicateur intervient souvent avec un léger décalage par rapport au croisement des moyennes mobiles. Ça croise ici, mais en fait, ce n'est pas maintenant qu'il faut acheter. Et ça s'explique par la volonté de l'auteur, hein, du créateur de cet indicateur, d'atteindre un positive price momentum avant d'acheter. Donc personnellement, et pour des raisons de visibilité, je vais vous montrer comment on peut paramétrer cet indicateur, le H-Ribbons. Et vous voyez là, pareil. D'ailleurs, si on revient dans le temps, on remonte l'historique des capitulations. Là, c'est intéressant, c'est que fin 2018, justement, cet indicateur, il aurait sans doute été fin 2018 ici. Je reviens ici. Là, vous voyez. Alors, je vais grossir un peu le Bitcoin. Là, voilà, ici. On va essayer d'optimiser le visuel.
Voilà, ici. Donc là, vous voyez, la pertinence de cet indicateur, il est là. C'est qu'en fait, le décalage, si cet indicateur, en fait, il aurait été sans doute, il aurait permis à un bon nombre d'investisseurs d'éviter de se positionner trop tôt. Vous voyez, ici. Donc là, lui, il a une capitulation, gros drawdown. Vous voyez, il ne nous dit pas d'acheter ici, hein. Il nous dit d'acheter seulement ici. Et effectivement, la montée, on l'a eu plus tard. Si on avait acheté là, on ramassait derrière une grosse gamelle et un gros drawdown. Donc il y a vraiment un petit décalage qui est intéressant. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que il y a deux façons, en fait, d'après moi, quand on remonte un peu l'historique des capitulations, là, comme sur les données, sur les périodes de temps qu'on voit ici. Quand on les remonte, il y a deux façons d'identifier des figures majeures au cours desquelles une capitulation est susceptible d'arriver. C'est les fins des tendances baissières. Je vous disais ici, hein, une des plus belles, c'était ici. Voilà, les fins de tendance baissière et les périodes post-halving. Historiquement, on peut constater qu'une phase de capitulation a toujours suivi les halvings. Dans le même esprit, on remarque que le top départ des bull runs a toujours été déclenché une fois la phase de recovery achevée. Donc ça, vous allez mieux comprendre ici. Donc ici, là, une des dernières capitulations, ça a été là, mai 2021, mai 2020. Rappelez-vous, mai 2020, c'est le troisième halving. On passe de 1800 bitcoins par jour à 900. Donc là, derrière, il faut autant aux mineurs d'assimiler cette réduction de par deux, hein, cette réduction du jour au lendemain de production de bitcoin, de récompense. Donc effectivement, là, il y a une capitulation. Là, il y en a une autre aussi. Et puis derrière, là, il y a eu un vrai signal d'achat. Et là, on le sait, en décembre 2020, c'est le début du bull run. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on regarde au moment où je vous parle? Donc là, vous pouvez le paramétrer comme ça peut être intéressant. Vous pouvez le mettre ici en oscillateur, si j'y arrive. Voilà, on va le remettre là. Ici, réglage. Alors, bon, écoutez, petit bug en direct. Je n'arrive pas à le paramétrer comme je le souhaite. Ok, bon, je vais pas. Non, j'y arrive pas. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est de comprendre que là, on est rentré en capitulation maintenant depuis un mois et demi, à peu près, hein. Puis le violent drawdown qu'on voit ici, hein, qui a été entraîné évidemment d'abord ici par Terra au mois de mai, et puis derrière, parce qu'on a connu, hein, la cascade des mauvaises nouvelles. Donc là, on est en capitulation maintenant depuis un mois et demi, à peu près. Donc vous avez vu, hein, d'après cet indicateur, on n'est pas encore en signal d'achat. Ça veut peut-être dire que ça rejoindra dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, le point bas n'a peut-être pas encore été fait d'après cet indicateur-là. En tout cas, ce n'est pas maintenant qu'il estime qu'il faut acheter. Parce que pour les rentables, les mineurs ne sont pas encore rentables sur cet indicateur-là. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on est rentré en phase de recovery. Voilà, c'était pour vous montrer justement par différentes analyses techniques, graphiques, comment on peut situer, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de nos actifs préférés que sont les crypto-monnaies. Allez, et dernière chose qui permet de comprendre un peu pourquoi on a quand même des grosses performances sur les marchés, hein. Il suffit de regarder un petit peu ici sur l'outil Messari. Là, ici. Qui c'est qui draine en fait dans son sillage tous les altcoins et le Bitcoin? Qui c'est qui est le grand gagnant? C'est l'Ethereum. Regardez bien sur les 30 jours. L'Ethereum, il a fait 62% de plus-value de performance. C'est-à-dire qu'en fait, il était, par exemple, il était à 1000 $, il est passé à 1600. D'ailleurs, il a mis 700, il était à 1100 $. Regardez, il a fait 3 fois plus que Bitcoin, hein. C'est énorme. Et même les altcoins, d'ailleurs. Mais si vous remarquez, même les trades que je nous envoie, on les clôture beaucoup plus facilement face au Bitcoin que face à Ethereum parce que l'Ethereum est plus performant que la plupart des altcoins. Donc, effectivement, on a même du mal à clôturer nos trades face à ETH. À part Matic, hein, on le sait, on en parle souvent. Polygon qui a évidemment une roadmap extraordinaire en ce moment qui fait de nombreux partenariats. Donc, c'est très apprécié par les investisseurs. Mais sinon, regardez, hein, la plupart des projets, il y a Uniswap, il y a quelques rares exceptions. ETC, ça peut s'expliquer, hein. ETC, c'est un fork. Au départ, ça fait partie de l'écosystème d'Ethereum. Mais je vais vous expliquer pourquoi lui, il n'arrête pas. Pourquoi j'aime beaucoup trader face à lui. Vous voyez, genre, vous avez pu remarquer que j'envoie beaucoup de trades face à ETC, avec ETC face à ETH ou BTC, parce que lui, il a fait 172%. Mais ils sont très rares, hein. Non, regardez bien, l'Ethereum est supérieur à la plupart des altcoins qui sont ici. Et pourquoi? Comment ça s'explique? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans un instant. Allez, d'abord, je vais vous rappeler pourquoi je pense qu'on est dans un triple halving maintenant concernant Ethereum. Je dis bien un triple halving. Ce momentum, il s'appelle de merge. Alors d'abord, je vais aller sur Glassnode, vous remontrer un indicateur pour redonner un peu de fondamentaux par rapport à ce que je dis. Ici, alors, on va choisir les indicateurs du marché sur Bitcoin.
et ce qu'on appelle le stock to flow. Je vais vous expliquer pourquoi on a un triple halving maintenant sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon. Alors, stock to flow sur Bitcoin, règle d'or, c'est ce qui est génial, lui, c'est une bonne inflation, pas celle qu'on connaît dans le coût des matières premières et dans notre quotidien. Ça, c'est la bonne. On en demande de plus en plus, on en offre de moins en moins, donc ça fait monter son prix. Vous allez voir pourquoi il y en a 3 d'après moi maintenant sur Ethereum. Alors, très rapidement, vous avez remarqué, donc le marché crypto, il a donc pas mal rebondi. C'est vraiment porté en grande partie par Ethereum, comme je vous ai montré un instant sur l'outil Messari, plus que par Bitcoin. Donc, stock to flow, qu'est-ce que c'est? En reprenant les fondamentaux du Bitcoin, tous les 210 000 blocs, le nombre de Bitcoin en circulation est divisé par 2. C'est écrit dans le protocole, dans le code source, depuis le début. Donc, tous les 4 ans, la rémunération des mineurs est divisée par 2. Car les mineurs, en fait, ce sont les premiers. C'est eux qui ajoutent des blocs à la blockchain, c'est eux qui reçoivent les Bitcoins, et après, c'est eux qui les mettent en circulation. C'est un vrai business, hein. Et d'où l'importance de l'indicateur H-ribbon, ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein. C'est important de savoir si eux, les mineurs, sont rentables ou pas. Le H-ribbon, c'est ce qui nous permet de comprendre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de cet indicateur tout à l'heure. Donc, en fait, pourquoi? Pourquoi c'est un business? Parce qu'ils ont des machines, de l'électricité, de la bande passante, ça leur coûte de l'argent. Donc, ils sont rémunérés en Bitcoin à chaque fois qu'ils sécurisent le réseau en ajoutant des transactions dans les blocs. Et les blocs dans la blockchain, c'est selon le mécanisme défini par le Bitcoin. Ainsi, à chaque fois que le nombre de bitcoins mis en circulation est divisé par 2, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les halvings en pointillé, en ligne verticale. À chaque fois qu'on a ce phénomène-là, on a évidemment, ça entraîne des fortes poussées haussières. Aujourd'hui, le halving dernier, c'était mai 2020, on est à 900 bitcoins par jour maintenant de production. Là, en 2024, en mars ou avril 2024, on va encore diviser ça par 2. Et là, on a mis parcours. Hein. On a fait plus de la moitié par rapport au prochain halving. Donc, à chaque fois qu'on a ça, on a évidemment les cycles aussi ont été drivés par les halvings. C'est la pression à la baisse sur les tokens qui sont émis. C'est la bonne inflation. Voilà. Et pourquoi triple halving sur les Ethers? Allez, maintenant, je vous explique pourquoi je pense que ça va être le cas. D'ailleurs, on peut le vérifier par des données statistiques qui sont ici. Initialement, les Ethers, ils n'avaient pas de plafond dans le code source. Contrairement au Bitcoin, où on sait qu'il y aura 21 millions de jetons en circulation. Quoi qu'il arrive, le dernier sera émis en 2140. Ils sont émis en plus de manière dégressive, c'est ce qu'on appelle le halving, c'est une inflation qui est inscrite dans le marbre. Là, avec les Ethers, il n'y avait pas de plafond au départ. On pouvait émettre autant d'Ethers qu'on voulait. Et la première forme de halving, je vous ai dit qu'il y en avait 3. La première forme de halving, c'est quoi? C'est lorsqu'on a eu, il y a environ 1 an, ici, ce qu'on appelle le protocole EIP 1559. C'était au mois d'août l'année dernière, il y a pile 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Initialement, tous les fees, donc les frais, lorsque nous faisions une transaction sur Ethereum, les mineurs d'Ether recevaient des fees, des frais, recevaient des récompenses, comme les mineurs pour le BTC. Et après ce protocole, en fait, une partie de ces fees qui étaient reversés pour les mineurs sont désormais brûlés. Ce qu'on voit ici. Ils sont brûlés, aux grandes dames des mineurs d'ailleurs, hein, mais ça a quand même été validé et entériné. Et on a donc maintenant, comme on peut le voir ici, le burn, on a 2,6 millions d'Ethers qui sont brûlés chaque année. C'est colossal, hein, puisqu'on a 120 millions d'Ethers en circulation. Donc, ils disparaissent de la circulation. Et quand on détient des cryptos, hein, plus on en a de brûlés, mieux c'est pour ceux qui en détiennent, parce que ça augmente notre quote-part. Hein, c'est une masse monétaire de tous les Ethers qui grossit. Donc, c'est l'inverse des euros et des dollars, évidemment. Deuxième forme de halving, ce qu'on appelle maintenant le merge. Ça a été pricé, le marché apprécie maintenant depuis 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on allait migrer en proof of stake. Ça fait 2 ans que c'est prévu. Ça fait 2 ans même que c'est en testnet, hein, depuis décembre 2020. On peut déjà, si on avait 32 Ethers, on pouvait les stacker sur différentes testnets. Donc là, maintenant, ça va passer dans le réseau principal, le mainnet. Mais surtout, il y a une intervention de Vitalik Buterin, donc le cofondateur d'Ethereum, hein, le russo-canadien, qui a fait une conférence donc la semaine dernière, où il a annoncé publiquement, officiellement, la date de la migration complète de Proof of Stake. Ça sera maintenant, ça sera plus un peu Proof of Stake, un peu Proof of Work comme en ce moment, ça sera uniquement Proof of Stake. C'est ce qu'on appelle le merge. Et il y a une date. La roadmap, elle est datée maintenant. C'est le 19 septembre, la fusion. Et quand on a eu ça, le marché a évidemment énormément apprécié. Pourquoi? Pour toutes ces raisons que je vous ai dit. Donc déjà, le IP 1559 qui permet de brûler maintenant des Ethers, 2,6 millions d'Ethers depuis 1 an en circulation. Ensuite, maintenant, le deuxième fondamentale, c'est vraiment le merge. Pourquoi? Parce qu'on passe officiellement et complètement au Proof of Stake, et ces 2 mécanismes avec le Proof of Work sont radicalement différents. Hein. Le Proof of Work, pour vous rappeler, c'est on réalise des milliards de calculs, et c'est le premier mineur qui parvient à réaliser les calculs qui a le droit d'ajouter des blocs à la blockchain et qui obtient des récompenses en Bitcoin ou en Ethereum. Mais ça coûte cher et c'est très énergivore.
Le proof of stake, l'avantage, c'est que la logique est complètement différente puisque c'est une preuve d'enjeu. Vous achetez des Ethereum, des Ethers, vous les mettez en gage et le fait de les mettre en gage vous donne le droit de participer au mécanisme de minage. Voilà. Et c'est un mécanisme qui consomme aucune énergie, 99% d'énergie en moins. On met juste des tokens en gage. Plus besoin de machines et surtout, on va considérablement diminuer l'émission des Ethers puisqu'on n'a plus besoin de rémunérer les mineurs. Car c'est un business. Il faut être rentable, il y a des machines à faire tourner. Et là, ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, regardez bien, je vais simuler le merge à partir du 19 septembre. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là, pour l'instant, on peut le voir, hein, si on montre, quand je montre la simulation, actuellement, on a besoin d'émettre 5,5 millions d'Ethers pour rémunérer les mineurs actuellement. Et dès qu'on va passer en merge, regardez bien, eh ben, on aura seulement besoin de 0,6 millions d'Ethers. Donc c'est 80% d'Ethers en moins qu'on va émettre. Deuxième halving. Et d'ailleurs, regardez bien, hein, la supply ici, avant la merge, regardez bien, avant de merge, l'émission était positive. On avait plus 2,4%. Donc il y avait plus d'éthers, on émettait plus d'éthers en circulation de 2,4% chaque année en plus. Et depuis qu'on va passer en merge, donc à partir du 19 septembre, et là on devient, regardez bien, là c'est l'inverse. L'émission maintenant est négative. C'est pourquoi on parle désormais d'un jeton déflationniste. On va brûler plus d'éther que ce qu'on va en émettre. Deuxième halving. Et le troisième, je vais le montrer de façon plus parlante. Regardez bien, hein, d'ailleurs, on peut le voir ici sur cet outil. Là, ici, à partir de deux merges qui sera ici. Regardez bien, 120 millions. Ça va prendre du temps. Hein. Vous voyez, la total supply, elle diminue au fil du temps. 2025, déjà, il y aura 5 millions d'éthers en moins. Et je vais vous montrer pourquoi ça va s'accélérer. Vous voyez? Ça, la déflation. Maintenant, on émet moins d'éthers que ce qu'on va en brûler. C'est même plus supérieur à l'inflation. Regardez bien, dernière chose, dernier halving pour moi. Donc, on a vu les deux premiers. On brûle les éthers et maintenant, on émet moins que ce qu'on va brûler, puisqu'on n'a plus besoin d'en émettre pour récompenser le mineur, puisqu'il n'y en aura plus. Et la troisième, c'est ici. On se met sur Glassnode, on se met sur Ethereum, là, et on se met sur Ethereum 2.0. C'est là. Regardez bien. Total value stack. Aussi, c'est intéressant. Donc là, le nombre d'Ethers stackés dans le protocole, ceux qui ne sont plus en circulation et qui vont être bloqués pendant 2 ans, augmente de façon exponentielle. Regardez bien. Ici. Vous voyez, des corrélations. Maintenant, c'est l'inverse. On aura de moins en moins d'Ethers en circulation et de plus en plus d'Ethers qui seront stackés. Vous voyez là, au moment où je vous parle, ici, au 29 juin en tout cas, donc ça a dû augmenter depuis, on est à 13 millions d'Ethers stackés. Sur 120 millions en circulation, ça veut dire qu'il y a plus de 10% d'Ethers qui sont déjà stackés. Donc, vu que le nombre d'Ethers va diminuer en circulation et que le nombre d'Ethers stackés va augmenter, troisième effet de rareté sur le réseau. Et c'est pour cela que nous avons autant de personnes bullish sur Ethereum actuellement. Donc, c'est qu'en fait, on attendait la date de la fusion, parce que ça a tellement été reporté, cette migration, que ça avait du mal à être pour l'instant pricé. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on a une date, on a une roadmap, et on a ce phénomène bullish qui entraîne dans son sillage, évidemment, Ether et tous les altcoins et le Bitcoin avec lui. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été plus clair, qu'on avait pu, à ce top de l'été 2022, de voir un petit peu où nous en sommes, ce qui s'est passé, les convergences qu'on peut faire avec le macro, l'analyse technique, l'analyse graphique et les fondamentaux sur la blockchain et notamment sur Ethereum. Je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à très bientôt. On reste connecté.